Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment de votre présence. Je suis très honoré d'être présent dans cette prestigieuse maison franco-japonaise et je remercie évidemment les responsables de cette maison pour leur invitation. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement le professeur Kibata qui me fait l'immense honneur d'avoir accepté de mener la discussion. Je remercie évidemment le professeur Miura pour sa traduction et Madame Matsunuma pour animer la discussion et d'avoir rendu tout cela possible. Le titre de mon intervention de ce soir est très ambitieux. Nous n'allons pas régler peut-être cette question. Je l'ai appelée « Vers une histoire décolonisée » parce qu'il me semblait intéressant de poser, et nécessaire, de poser la question des rapports au temps ou des rapports de l'histoire, si vous voulez, avec la vérité. Et donc, l'objectif pour moi ce soir, c'est d'interroger ces différentes relations au passé, ou plus exactement au temps. L'histoire, en tant que discipline académique, n'étant qu'une des formes, quelquefois concurrentes ou contestées, de ce rapport au temps. Donc, il s'agira ce soir de faire quelques propositions d'analyse, quelques suggestions concernant le travail d'historien et, au-delà justement de la spécialité histoire, d'échanger sur ces questions de société qui me semblent aujourd'hui absolument cruciales. Alors, comme Madame Matsunuma l'a précisé, je vis aux Antilles. Je ne suis pas moi-même originaire des Antilles, mais j'y travaille depuis très longtemps. Et j'ai présenté cette carte parce que les Antilles ou la Caraïbe se trouvent en fait entre les deux Amériques, au niveau de l'Amérique centrale, et les Antilles que j'habite. Pardon. Les Antilles ce petit arc-là, donc une toute petite partie, et la Guadeloupe en particulier. La Caraïbe a été pendant très longtemps surnommée la Méditerranée américaine, ce qui rend compte, je crois, des enjeux, évidemment, géopolitiques qui traversent cette région. Et donc, la Caraïbe est un véritable carrefour historique, politique, culturel. Et pour ne prendre que l'arc antillais, donc la toute petite partie, il y a tout un chapelet d'îles. Quelques-unes sont extrêmement petites, quelques kilomètres carrés. On pourrait comparer avec peut-être les plus petites îles du Japon, mais constituent néanmoins des nations. Alors, cette diversité de pays, de statuts aussi politiques, a néanmoins une histoire très, très commune et une histoire qui a laissé de très nombreuses traces. Notamment, ces îles ou ces pays ont été constitués sur principalement l'esclavage, autrement dit la déportation d'Africains à partir du XVIIe siècle. Alors, ces pays sont restés colonisés pendant plus de 300 ans, une colonisation très très longue. Et dans ce cadre, les Antilles françaises, la Guadeloupe et la Martinique, qui représentent chacune 400 000 habitants, sont dans une situation tout à fait paradoxale. Parce qu'avec l'abolition de l'esclavage en 1848, tous les habitants des Antilles deviennent des citoyens français, mais avec un statut impensable, puisqu'ils sont des citoyens colonisés, ce qui est complètement contradictoire avec la Constitution même, normalement, telle que la France l'a définie. Alors, je vais partir, si vous voulez, d'un événement tout à fait particulier. Il s'agit en mai 1967, donc il y a exactement aujourd'hui, nous fêtons le cinquantenaire de ce massacre qui est encore aujourd'hui assez méconnu. Alors, que s'est-il passé le 26 mai et le 27 mai 1967 ? Eh bien, il s'agit d'une répression que l'on peut qualifier de post-coloniale. On est dans un climat très tendu, socialement et racialement,
c'est une manifestation, une grève qui est suivie d'une manifestation qui va être réprimée extrêmement violemment puisque la police tire sans sommation. Et encore aujourd'hui, nous sommes incapables de dire le nombre de morts officiellement. Officiellement, ce nombre oscille entre 8 et 87. Je voudrais juste rappeler pour mémoire qu'en mai 68, grande grève en France, il n'y a eu aucun mort. Alors il y a à partir de là un décalage très fort entre ce massacre et les silences et les mémoires qui en sont malgré tout gardées. Et donc des tensions très fortes entre l'histoire et la mémoire, tensions très classiques aujourd'hui, mais aussi entre histoire officielle contre histoire alternative, histoire rebelle, ou ce qu'on qualifierait aux Antilles d'histoire marronne, c'est-à-dire les marrons, c'étaient les esclaves qui fuyaient les plantations. Et donc on est dans des histoires véritablement concurrentes. Alors voilà par exemple une trace sur un des murs de Pointe-à-Pitre d'une fresque murale qui représente cet événement où la police tire et tue pratiquement à bout portant un certain nombre de manifestants. Alors, face à cette situation, une enquête ministérielle a été lancée. C'est une commission réunissant 8 historiens, et c'est la première fois en France qu'une commission d'enquête historique est initiée. Nous avons travaillé pendant 2 ans dans une complète liberté de travail. Nous avons eu accès à des archives jusque-là complètement inédites. Certaines archives, notamment secrètes, ont été ouvertes à cette occasion. Et nous avons remis donc un rapport officiel suite à ces 2 ans de travaux. Alors, malgré ces conditions de travail, les limites de ce rapport sont nombreuses. Nous n'avons pas été capables de déterminer le nombre de morts et nous ne le saurons jamais. Nous avons ouvert les archives hospitalières, municipales. Voilà. Deuxième limite très importante, c'est la question des chaînes de décision. Qui prend finalement la décision? Ou y a-t-il une décision de tirer? Et troisième, évidemment, limite très forte, c'est les raisons d'un tel massacre. Qu'est-ce qui autorise de tirer dans la foule? Alors, malgré, je crois, l'honnêteté de ce travail, la question récurrente depuis la remise du rapport, c'est finalement la question de la vérité sur mai 67. Et cette question de la vérité, me semble-t-il, elle surgit non seulement parce que nous n'avons pas répondu à toutes les questions, mais ou parce qu'il y a une forme de méfiance vis-à-vis de cette histoire considérée comme officielle, mais cela me semble rendre compte de quelque chose de plus large, quelque chose qui dépasse le cadre seul des Antilles. Et donc, l'hypothèse que je voudrais proposer ce soir, c'est que cette question-là de la vérité, elle a à voir avec les transformations de l'histoire en tant que discipline académique. Alors, on le sait, et c'est généralisé, la demande sociale n'a jamais été aussi forte autour de l'histoire. Les demandes mais l'histoire a changé quelque part de forme. Elle répond très souvent à des quêtes identitaires de groupes sociaux. Deuxième changement, me semble-t-il, très important, l'émotion y occupe une place importante. Pas seulement d'ailleurs dans les sciences sociales ou en histoire, mais on voit bien comment dans le milieu scientifique, l'émotion qui, il y a 20 ou 30 ans, était tenue à l'écart, fait partie aujourd'hui des objets même de recherche. Et puis, troisième élément, nous sommes très certainement dans une société que l'on peut dire de l'immédiat, c'est-à-dire à la fois une société de la vitesse, mais une société qui n'a pas le temps, finalement, de réfléchir ou de mettre de la distance par rapport aux événements. Alors, dans le même temps, l'offre historienne ou l'offre d'analyse du passé, c'est
multiplié de façon exponentielle. Ne serait-ce que par les sites Internet, il y a des milliers de sites Internet aujourd'hui qui donnent accès à l'histoire de mai 67, sans nécessairement de contrôle, évidemment, et sans véritablement de base de vérité toujours. それから、歴史研究をする上でのですね、材料、資料というもののオファーが、その質を問わず、極めて多様なものが今提供されていると、オファーされていると。例えば、この60、mai 68, vous dites 67 ou 67? 67年5月に関する、このっていうふうにインターネットで検索するとですね、たくさんサイトがある。それが一つの例です。しかもそこのそれぞれのサイトで語られていることの真実性については一切コントロールされてないわけですよね。Alors, cette situation, évidemment, provoque des rapports extrêmement complexes entre histoire, mémoire, souvenir, tant évoqués, et elle n'est évidemment pas propre aux Antilles. Alors, comment aujourd'hui écrire une histoire véritablement contemporaine dans une société en mouvement, dans une société en pleine actualité, pour une histoire en train de se faire, où la place des témoins dans une histoire contemporaine, beaucoup de gens peuvent intervenir directement dans cette histoire, est devenue très importante, et avec cette préoccupation de faire une histoire des gens sans voix, une histoire des populations muettes, ou pour reprendre la très belle expression de Christophe Charles, faire une histoire au ras des hommes. Alors la connaissance du passé, aujourd'hui, ne peut pas être coupée de la reconnaissance du passé. Et le passé est devenu un espace de très forte concurrence mémorielle. Juste pour information, l'histoire coloniale en France a été toujours une discipline annexe, comme si finalement cette histoire n'avait pas véritablement existé dans l'histoire officielle. Et dans cette histoire coloniale qui ressurgit depuis le début des années 2000 seulement en France, eh bien les Antilles se trouvent en quelque sorte doublement marginalisées, puisque l'accent est mis plutôt sur les grands territoires. Alors, c'est évidemment ce cas-là, c'est le cas des Antilles, mais c'est le cas finalement de toute histoire qui à un moment a été délaissée, occultée ou rendue silencieuse. Alors depuis une trentaine d'années, se sont développées ce qu'on peut appeler des histoires alternatives ou des tentatives de repenser l'histoire. C'est le cas bien sûr des colonial studies ou le cas des subaltern studies ou plus récemment de ce courant que l'on peut qualifié de contre-histoire. Et dans ce cadre-là, les thématiques même de l'histoire se trouvent repensées. On est beaucoup plus sur une histoire globale, une histoire mondialisée, mais au moment, paradoxalement, où des histoires de plus en plus locales, particulières, demandent justement d'être traitées. Et donc il y a cette tension entre ce qui est défini comme local et ce qui est défini comme global. Mon hypothèse, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'autres rapports au passé, mais aussi peut-être d'autres rapports au temps, aux conceptions que l'on peut avoir du temps. Et donc, à la fois, on est dans l'évolution d'une discipline, et beaucoup d'indices le montrent, sont apparus depuis quelques années des formes différentes, qu'on appelle l'histoire du temps présent, l'histoire immédiate, l'histoire ultra-contemporaine, mais qui montrent cette nécessité de repenser autrement. Et dans ce cadre aussi, désolé pour la traduction, parmi les travaux très importants ces dernières années, la question des régimes d'historicité ou de ce que François Hartog a appelé le présentisme, c'est-à-dire finalement l'idée que chaque époque voit le passé d'une façon, ou le temps finalement d'une façon différente, bouleverse bien sûr ses rapports à l'histoire. Alors dans ce cadre, par exemple,
la grande école des annales en France, on voit bien que la place de l'événement est complètement repensée. Hein, l'événement qui n'était que l'écume finalement des structures, aujourd'hui au contraire est absolument au centre. Alors sur ce socle très général qui je crois concerne évidemment beaucoup de pays, il y a aussi, malgré tout, des déclinaisons régionales. Et dans la Caraïbe, notamment, on peut peut-être faire l'hypothèse que le temps y est vécu différemment. Non pas sur un plan simplement anthropologique, mais le temps de l'histoire n'est pas le même. Par exemple, alors que les Antilles françaises s'inscrivent dans une continuité, toutes les îles voisines, tous nos voisins disposent d'un moment fondateur dans leur histoire très récent. Dans les années 60, 70, ces îles sont devenues autonomes ou indépendantes. Elles peuvent donc relire le passé avec un élément de fierté, ce qui n'est pas le cas des Antilles françaises. Et donc, dans cette histoire, je reviens sur les Antilles françaises, mais comme exemple ou comme modèle peut-être, il y a bien évidemment des éléments de résurgence, de ressortie de ce passé, et bien sûr des éléments de patrimonialisation. Qu'est-ce qu'on choisit de garder de ce passé, de montrer de ce passé ? Alors, pour prendre un exemple très concret de ce qu'on pourrait appeler les reconfigurations de l'histoire, je vais m'appuyer sur la question des sources. Les sources, pour les historiens, c'est le matériau même, évidemment, du travail. Pendant très longtemps, le travail de l'historien s'appuyait sur les archives, avec une certaine naïveté, puisque les archives sont toujours produites finalement par les vainqueurs, ou par ceux simplement qui savent écrire. Alors, évidemment, on sait qu'il y a d'autres sources et d'autres vérités, mais très curieusement, ce rapport à l'archive a laissé des traces, puisqu'il suffirait d'avoir d'autres archives pour qu'elles donnent accès à la vérité. Or, comme le rappelle fort justement le grand historien et épistémologue Paul Venn, le travail de l'histoire, c'est au contraire toujours une lutte contre l'optique imposée par les sources. Alors, dans ce cadre, bien sûr, les rapports entre l'objectivité et la vérité se trouvent particulièrement questionnés. Les nouvelles sources que l'on peut utiliser oscillent entre des archives inexistantes ou, au contraire, la surabondance de documents. Et donc, le travail, quand les sources sont inexistantes, il faut travailler bien sûr sur des sources que j'appelle indirectes ou des sources détournées ou ce que j'appelle encore des sources provoquées. Par exemple, des témoignages, ce sont bien évidemment les entretiens avec des témoins, ce sont des sources que l'on provoque et qui nécessitent bien sûr, qui ne disent pas plus la vérité que les archives officielles, qui demandent bien sûr une distance critique comme tout travail sur n'importe quelle source. Et donc la méthode historienne très classique finalement de la méthode critique et du croisement des sources est toujours aussi indispensable, quel que soit le support que l'on utilise. Et donc plutôt que de chercher une objectivité difficile à trouver, il me semble au contraire important de partir, de construire peut-être une échelle d'implication, alors à la fois du producteur d'archives, bien évidemment, mais aussi du chercheur. Quelle est la position du chercheur vis-à-vis, justement, quelle est sa place par rapport à l'histoire qu'il étudie, et plutôt que de prétendre à l'objectivité, essayer de neutraliser, évidemment, le plus possible les effets de connivence. Ma professeure d'histoire qui m'a formé m'aurait dit à ce stade « et l'homme dans tout ça ?» Voilà des belles propositions, mais que faire finalement d'une histoire occultée? Que faire d'une histoire rendue silencieuse? Alors, il me semble, une proposition serait d'essayer de sortir des modèles simplistes. Ce que j'appelle les modèles simplistes, c'est l'illusion finalement du traitement cathartique sur le modèle de la psychanalyse, comme s'il suffisait de parler de quelque chose
pour que le problème soit réglé. Alors, de même, deuxième, si vous voulez, modèle simpliste en quelque sorte, c'est ne pas réduire le silence seulement à un interdit. Il y a d'autres formes, bien évidemment, de silence, et il faut étudier ces formes. Et donc, un projet de recherche que nous avons lancé depuis quelques années dans notre laboratoire, c'est d'essayer de comprendre justement pourquoi un passé ou un moment du passé est rendu silencieux. Donc, le programme, en fait, est un programme finalement qui est le programme classique, je dirais, en sciences sociales. C'est-à-dire qu'une histoire, c'est jamais quelque chose de confortable. Une histoire, elle doit au contraire déranger, bousculer les idées reçues. Et là, je fais appel évidemment peut-être plus aux disciplines voisines, notamment de la sociologie. Le travail des sciences sociales, c'est justement d'essayer de démonter ce qui est présenté comme naturel ou allant de soi. Et donc, le projet des sciences sociales, auquel participe évidemment l'histoire, renoue avec les propositions de Raymond Aron, le grand philosophe. Il s'agit finalement toujours de comprendre pourquoi les choses ne se passent jamais comme on les avait prévues, imaginées ou peut-être analysées. Alors, on est passé, en quelque sorte, depuis la fin du XIXe siècle, quand l'histoire se constitue comme discipline académique, scientifique ou à prétention scientifique, où on voit bien il s'agissait de construire une nation, où l'oubli, le silence était la base même, finalement, de la construction de la nation, comme le rappelle le discours d'Ernest Renan, qu'il prononce à la Sorbonne en 1882, il est particulièrement important d'oublier finalement pour construire cette nation. Cette position est aujourd'hui bien sûr totalement inacceptable. Alors la proposition serait justement de travailler sur les silences, les marges, mais non pas les marges comme quelque chose existant en soi, mais quelque chose de mis dans les marges. On peut évidemment rappeler, en s'appuyant sur le grand historien états-unien Howard Zinn, qu'il ne faut pas confondre le silence et la résignation. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de quelque chose que cette chose a disparu. Et donc le travail nous semble nécessaire de creuser les différentes formes de silence, les interdits, les tabous, mais aussi les impensés, qui ne sont pas la même chose peut-être que les impensables, les non-construits, et donc réfléchir à ce qui est présenté comme marge ou comme périphérique. Périphérique par rapport à quoi ? Et donc la question que l'on peut se poser, c'est existe-t-il des histoires marginales ? Il n'existe que des histoires marginalisées. Mais encore une fois, il ne faut pas tomber dans le piège, justement, d'une histoire seulement éjectée, en quelque sorte. Dans un séminaire que nous avons animé l'année dernière, je crois qu'il faut réfléchir aussi, dans ce qu'on a pu appeler une approche cognitive de l'histoire, à ces rapports extrêmement complexes, finalement, avec le passé, le temps, les mémoires. Alors, que faire des épisodes traumatiques que toute histoire connaît? Il me semble que pour le moment, on est dans le piège de deux positions. Soit le silence officiel, tel que Renan le proposait, soit on est tombé peut-être dans une autre extrême qui est, que j'appellerais l'injonction mémorielle, c'est-à-dire la nécessité de se souvenir. Alors, dans ce cadre, étudier les traumatismes impose presque de passer par une véritable pluridisciplinarité. Il n'y a pas que les historiens, bien sûr, qui peuvent travailler, mais des psychologues, des sociologues, des anthropologues doivent mettre en commun, évidemment, leurs connaissances. C'est le cas d'un très beau travail coordonné par Péchanski qui s'appelle « Les chantiers de la mémoire ». Et donc, il faut bien sûr partir de cas concrets. Mai 67, l'esclavage, la colonisation, quel que soit l'épisode traumatique, mais il me semble qu'il faut que cet épisode, aussi particulier soit-il, puisse comporter des éléments de comparaison, des éléments de généralisation. Jacques Le Goff ne disait pas autre chose quand il parlait des monographies ou des études de cas,
plus une étude de cas est précise, plus il faut qu'elle comporte des éléments, évidemment, qui parlent aux autres. Et dans ce cadre, un des enjeux est de passer de l'analogie, la ressemblance d'apparence ou de surface, à des homologies qui concernent plus les structures, effectivement, de l'événement. Alors, pour conclure, le but, me semble-t-il, n'est pas seulement de passer d'une histoire coloniale à une histoire décolonisée, mais peut-être de voir comment, au contraire, les marges ou les périphéries peuvent apporter un renouvellement de l'histoire. Alors, cela pourrait permettre de dépasser les catégories à la fois imposées ou s'imposant ou évidentes ou tout simplement dominantes qui nous empêchent de penser autrement. Et cela me semble devoir passer, pour penser ces impensés, sur des échanges disciplinaires, pas seulement entre les sciences sociales, évidemment, mais la littérature, la poésie doit aussi apporter sa contribution, et de repenser quelque part cette opposition que l'on fait entre une histoire locale et une histoire globale. Les deux sont peut-être compatibles et doivent être compatibles. Et c'est à ce titre que des événements comme, pour revenir sur les Antilles, des grandes grèves comme en 2009, il y a eu 44 jours de grève où il a été énormément fait référence à mai 67, peuvent peut-être avoir du sens en dehors justement des Antilles, parce qu'elles présentent des éléments qui seraient comparables avec d'autres situations. Arigato gozaimasu. Et je vous remercie par avance de vos questions. Et pour ceux, je me permets de signaler, pour ceux qui seraient intéressés par plus particulièrement l'histoire des Antilles, que le professeur Takibana a eu la très grande gentillesse de m'inviter à l'université Waseda lundi soir, où j'interviendrai sur les rapports entre histoire et littérature. Professeur Kibata, merci infiniment pour vos commentaires et votre éclairage très précieux. Je crois que vous avez tout à fait raison d'insister sur cette dimension de la violence qui n'est pas que physique, qui peut aussi être symbolique. Alors, pour répondre brièvement à vos questions, le comité d'enquête est à l'initiative d'un Guadeloupéen qui a été ministre des Outre-mer et qui était le président de la région Guadeloupe. Donc il était évidemment sensibilisé et il a réussi à convaincre le président de la nécessité de cette enquête. Sur la deuxième question, celle des silences, nous savons tous que quand nous vivons des événements douloureux, traumatiques, on n'a pas nécessairement envie d'en parler tout de suite. Donc il y a un rapport, effectivement, et vous avez tout à fait raison d'insister sur ces éléments presque silencieux, mais malgré tout, il y a des indices qui montrent que le silence n'est pas absolu. Et malheureusement, je n'ai pas de solution. C'est-à-dire que nous sommes au début de cette recherche, c'est-à-dire que le questionnement me semble absolument fondamental là-dessus, mais peut-être je suis ici justement pour échanger, prendre des éléments, prendre des solutions et comparer, parce qu'il n'est évidemment pas question de travailler seul dans son coin. Mais il me semble qu'il y a toujours des traces, alors quelquefois extrêmement ténues, mais qu'il faut être peut-être plus attentif justement pour déplacer le regard des sources dominantes, comme on le disait tout à l'heure, sur des choses beaucoup plus ténues, mais qui sont le signe de quelque chose. Pour votre troisième question, je pense que le rapport tel qu'il est posé aujourd'hui ou tel qu'il est imposé aujourd'hui entre local et global repose justement peut-être sur des bases anthropologiques fausses. Je pense à l'anthropologue Tim Ingold qui montre très bien que c'est aussi une façon d'habiter le monde. C'est-à-dire que aussi petits soient les territoires,
aussi petits ou particuliers soient les problèmes, ils ont forcément des résonances plus larges. Et peut-être le travail de l'historien est justement de faire ce lien entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Alors, merci beaucoup de vos remarques et questions. Oui, vous avez tout à fait raison. Il faut renverser l'optique, mais l'histoire construite depuis la métropole oublie facilement ses périphéries. Une collègue, Michel Zancarini, qui faisait partie de la commission sur 67, Michel Fournel. Zancarini, oui. Elle vient de publier un ouvrage il y a quelques semaines qui s'appelle « Des luttes et des rêves, une histoire populaire de la France ». Des luttes, des rêves. Des luttes et les rêves. Ah, et rêves, oui. Et c'est une histoire populaire de la France. Et elle a choisi de faire démarrer l'histoire de la France en 1685. 1685. Pourquoi ? Parce que deux événements pour elle fondateurs. La révocation de l'édit de Nantes qui exclut les protestants et le Code noir qui légalise en quelque sorte l'esclavage. Et donc, c'est sans doute la première historienne qui intègre autant ou réintègre autant les marges dans l'histoire nationale. Je crains que ce ne soit pas seulement un changement d'optique nécessaire, il y aurait sans doute un changement de mentalité aussi. Et les débats en France sur les effets positifs de la colonisation, il y a quelque temps, montrent bien qu'il y a de très forts enjeux derrière cette écriture de l'histoire. Alors, pour votre deuxième question, oui, nous avons bien sûr énormément de liens avec Haïti, mais peut-être ce qui est intéressant là-dedans, c'est la façon même dont cette histoire d'Haïti est vue, y compris quelquefois justement aux Antilles, alors que l'on pourrait être en France d'une façon générale être extrêmement fier de cette histoire d'Haïti qui est finalement la première République noire, mais c'est le plus bel hommage qui a pu être rendu à la Révolution française. Au contraire, l'histoire d'Haïti a toujours été présentée comme a toujours été négligée. Qui est fier ? Non, je dis nous pourrions. Les Français oui. pourraient être fiers de cette indépendance d'Haïti, finalement, qui est l'hommage à la Révolution française. Mais au contraire, cette histoire a toujours été négligée. On néglige aussi, dans le même temps, où on confond. Il y a eu des ouvrages moins en français qu'en anglais qui ont été écrits là-dessus, Modernity Disavowed notamment, sur le fait que la situation économique catastrophique d'Haïti vient en grande partie du fait que Haïti a été contraint de rembourser, d'indemniser les planteurs français pour la perte de leurs terres. Haïti n'a pas voulu, le gouvernement d'Haïti en 1825 n'a pas voulu être mis au banc des nations et est rentré finalement dans quelque chose qui ressemble très fortement aux analyses que l'on peut faire aujourd'hui de la dette pour des pays qui n'ont pas connu l'esclavage. Merci pour ces questions et commentaires. Pour la première question, la place des technologies numériques qui bouleversent effectivement la façon de travailler des historiens, mais nous sommes peut-être confrontés aujourd'hui, après le silence, à la surabondance finalement d'informations. Et d'informations, je vais reprendre le cas très précis des sites qui sont consacrés à mai 67. Dans le rapport, j'avais commencé à les compter et ça dépassait les milliers de sites, mais qui évidemment ne citent jamais leurs sources.
Donc, par exemple, plusieurs sites parlent de 200 morts, sans jamais préciser effectivement d'où ils tirent cette information. Est-ce que le fait de voir 1000 fois écrit cela rend cela plus vraisemblable ? Et donc, on est vraiment confronté à... alors évidemment, le silence n'est pas du tout une solution, mais l'abondance d'informations ne les rend pas, évidemment, plus véridiques. Je sais que le dictionnaire d'Oxford a choisi comme mot de l'année 2016 ou 2017 la question justement de la post-vérité. La question de la post-vérité. Y a-t-il effectivement une post-vérité ? Et nous sommes à un moment social, culturel très important où ces technologies amènent effectivement à penser ou à repenser ces rapports que l'on croyait solides finalement avec la vérité. Peut-être vous me permettrez d'ajouter que contrairement à ce qui a longtemps été dit, les archives n'ont pas été nettoyées. Les archives ont été, les rapports officiels ont été constitués pour qu'on ne retrouve rien. Ce qui pose aussi des questions, évidemment, de ces rapports. Je parle des rapports officiels de 1967, pas d'une autre. Ça n'est pas clair. Les archives sont nettoyées ? Non, il a été souvent dit que les archives, autrement dit les traces des événements de 1967 avaient été dissimulées. Nous avons eu accès aux archives et nous pouvons dire que des archives qu'on a consultées, elles n'ont pas été dissimulées. Les rapports officiels de 1967 et des années qui suivent ont été faits pour qu'on ne trouve rien. Il n'y a aucun rapport de police qui dit qu'ils ont tiré, par exemple.